Bonjour à Voilà. tous. Et puis Sophie, ben, je te laisse la main pour dérouler ta présentation. Oui, merci. Eh bien, bienvenue à tous à ce petit déjeuner. Donc, au sujet des bénévoles d'associations pour prendre soin de leurs salariés. Et on a aussi étendu ce thème parce qu'on pense qu'il y a pas mal de similitudes aussi entre les élus et les permanents dans, par exemple, les mairies, en fait, les collectivités. Alors, c'est un sujet, moi, qui m'a beaucoup plu parce que j'interviens en entreprise. Et en entreprise, c'est vrai que, on propose des formations aux personnes qui sont dans le management, qui s'occupent des équipes, des formations en leadership, en communication. Et c'est vrai que dans les associations, eh bien, c'est bien moins structuré, il y a moins de cadres. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il y a plus de choses en fait qui sont peut-être permises et donc, moi, ce que je vois, parce que j'ai participé aussi en tant que bénévole, membre d'association, présidente aussi à certains moments, ce dont je me rends compte, c'est que on est très content d'avoir des personnes bénévoles qui interviennent dans les associations. En revanche, ce sont des personnes qui viennent de tout horizon et ces personnes ne sont pas forcément formées et même si elles font de leur mieux, eh ben, il peut arriver qu'il y ait certaines maladresses. Donc c'est un sujet qui m'a parlé et donc sur lequel je suis heureuse d'intervenir ce matin. Alors je vais présenter très brièvement le cabinet dont je fais partie, qui est Valeur Sens, que j'ai créé en 2015, donc il y a bientôt 10 ans d'existence, en janvier prochain. Et Valeur Sens est basée en Isère et notre mission, c'est d'améliorer la satisfaction au travail pour rendre les organisations robustes et humanistes. Alors, pour ce faire, nous sommes trois permanents, co-gérants. Donc, moi-même qui suis maintenant spécialisée surtout sur les risques psychosociaux, même si j'avais d'autres cordes à mon arc auparavant. J'ai transmis le domaine donc, qui concerne l'organisation, le ligne durable à Fabien Genetier, donc, qui a rejoint Valeur Sens, et à Sophie Payot, enfin, Sophie Payot, en tout cas, s'occupe de tout ce qui est gestion de projet et de plus en plus le leadership coopératif et la communication. Mais le but, c'est pas de parler de Valeur Sens aujourd'hui, mais plutôt justement des relations, de ce qui peut se passer dans les associations. Et pour parler de ça, c'était important pour moi de partir de cas concrets. Et ce que j'aime bien faire pour parler de cas concrets, c'est utiliser un outil qu'on appelle le théâtre forum. C'est-à-dire que par rapport à une problématique que l'on peut rencontrer, par rapport à des situations, l'idée, c'est de construire des scénettes, donc des scénettes de théâtre, qui illustrent en fait ces situations et qui permettent de se rendre compte en fait de ce qui peut poser problème. Alors c'est un outil qui est utilisé donc pour sensibiliser aux risques psychosociaux, donc tout ce qui en fait peut produire du stress, les violences verbales, le harcèlement, également le burn-out et qui peut aussi être utilisé pour la prévention des discriminations de toutes sortes, pardon, que ce soit le sexisme, le racisme ou l'homophobie. Et donc habituellement, donc quand on intervient en théâtre forum, on fait intervenir des comédiens professionnels tels que ceux qui sont en bas à droite là sur l'écran. Et cette fois, donc pour ce matin, eh bien, on a monté des scénettes également et qu'on a enregistrées en vidéo et en faisant appel cette fois à des bénévoles aussi des bénévoles donc, que j'ai trouvés au lycée Édouard Herriot en terminale qui sont en spécialité théâtre. Donc, je les remercie vivement de leur investissement donc, dans cette aventure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite passer donc, la vidéo donc, de ces scénettes. Donc, il y a 4 scénettes qui s'enchaînent. Et ensuite, ça nous permettra donc de débriefer sur les situations que l'on peut rencontrer
effectivement dans le monde associatif. Donc, dans cette vidéo, donc c'est donc l'association pour le bien-être animal, c'est une fiction, hein, bien sûr. Donc, nous avons Paul, qui est le nouveau président, qui est bénévole, bien sûr. Charlotte, une autre bénévole. Et puis, nous avons également Blandine, qui est la salariée de l'association et qui s'occupe des affaires Mon courantes. objectif, c'est... Voilà, donc je fais démarrer la vidéo. Donc, il y a simplement voilà, 3 minutes de vidéo. Donc, je vous souhaite donc un bon visionnage et on se retrouve juste après. Mon objectif cette année, c'est de mieux faire connaître l'assaut pour faire progresser la cause du bien-être animal. Ainsi, nous trouverons davantage d'adhérents pour créer une dynamique. Justement, j'ai préparé la campagne de réadhésion de cette année et j'aimerais que vous puissiez signer le courrier d'accompagnement. Oui, oui, enfin ça c'est rien. Moi, j'ai une superbe idée qui va changer du train-train habituel. Nous allons organiser un barbecue géant. Un barbecue? Un barbecue végétarien bien sûr. Servi par des cracheurs de feu sur des monocycles. Des monocycles? Oui, oui, des monocycles. Vous allez bien nous trouver ça. Oui, et moi je veux bien m'occuper des flyers. Ouais, super Charlotte. Bon, moi faut que j'y aille car mon vrai travail m'attend. Et mon courrier? En fait, Blandine, pour les flyers, je suis pas très douée en informatique, tu pourrais t'en occuper. J'ai beaucoup de boulot là. Allez, Blandine, pour le bien-être animal. Je veux bien te montrer comment le logiciel marche si tu veux. Enfin, j'aurais bien aimé, mais... Enfin, tu sais, moi je suis bénévole, avec toutes les heures que je fais gratuitement, je vais pas me rajouter ça. Bonjour Paul. Ah, bonjour Blandine. J'ai fait un comparatif des prix de steak de tofu dans 3 magasins et c'est chez Promo Malin qui sont les moins chers. Ah, super Blandine, bravo. Mais il se trouve que je suis allé chez Spock hier et j'ai vu qu'ils en faisaient en forme d'étoile. Ok. Et quel était leur prix? Ah, bah j'ai pas pensé à demander. Bon, je te laisse les appeler. Ok. Bravo à tous, merci pour votre investissement. Vous avez été formidable. Le barbecue va être grandiose. Charlotte, je te laisse passer en revue le planning. Donc rendez-vous pour tout le monde à 15 heures précises samedi pour commencer à tout préparer. Alors il y aura 20 salades de riz à confectionner, le maxi cocktail à mélanger, le feu du barbecue à allumer et 300 steaks de tofu à moutarder. Quand tu dis tout le monde à 15h, c'est moi aussi? Nous sommes un groupe, un collectif. C'est pour le bien-être animal. Bon, bien sûr, si tu as une obligation, on comprendra. Mais ça serait tout de même mieux que tu sois là. Donc 18 h, nous dînons tous ensemble. Hot dog pour tout le monde. Hot dog? Ouais, mais t'inquiète, c'était un vieux chien. Bon, 19 h, accueil des personnes et 22 h, on range tout, les tables, les chaises, tout ça. Ces heures supplémentaires seront-elles récupérables? Enfin, Blandine, ça ne compte pas. Tout le monde va donner un coup de main. À la fin, il a bon dos le bien-être animal. Et le bien-être humain alors? Voilà, j'espère que le visionnage vous a plu. Je me permets de poser une question parce qu'on n'est pas très nombreux. Est-ce que cette scénette, enfin ces différentes scénettes, là, il y a 4 scénettes, vous inspirent quelque chose par rapport à un vécu? Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que, alors, il faut activer votre micro. Peut-être que Daniel, vous vouliez dire quelque chose? On va dire que effectivement, moi je suis bénévole à l'intérieur de la MJC de Rive. Alors ça ressemble, mais c'est pas aussi
je dirais, aussi profond. Mhm. Alors, c'est vrai que là, c'est une caricature, hein. On force le Oui, trait elle de est très manière forcée, oui. exagérée volontairement aussi. Euh, Parce qu'il y a un côté aussi, ça rend les choses un peu humoristiques. Et quand on touche un peu à l'humour, ça permet aussi d'aborder certains sujets sérieux, mais avec un peu plus de légèreté finalement. Mm. D'autres retours? Oui, Oui, moi, ça m'arrive de le voir, ce genre de situation, dans les associations qui sont montées un peu comme des startups, dont le format de fonctionnement est monté comme des ouais, startups. ouais. J'en connais une sur Lyon, c'est une toute petite association, mais qui est en train de monter en puissance, parce que le thème est très intéressant et concerne beaucoup de... Enfin, c'est une thématique qui touche l'ESS. Et ils ont embauché des salariés, ils ont beaucoup de services civiques, mais ils se laissent déborder par les événements, par le nombre de projets à faire, qui est vraiment important. Et je vois, enfin, je suis bénévole et administrateur de cette association, mais en discutant le peu que je les vois, je me rends compte qu'en fait, ils beaucoup vivent ces situations. Et je pense aussi entre autres, à la chargée de com, qui est un peu accro aux réseaux sociaux et même si par accident, parce que moi j'essaye de décrocher à une certaine heure, j'envoie un petit message comme ça rigolo, je sais qu'elle va répondre même à minuit moins 5. Mhm. Voilà. Et il y a justement ce manque de repères et de cadres qu'on retrouve dans ces types d'associations qui montent très rapidement en puissance et qui auraient Mhm. besoin justement de cette coordination pour Mhm. montrer leurs limites, quoi. Ouais, Voilà. Mm. effectivement. Et vous parliez aussi de start-up. Finalement, quel que soit, on va dire, le, enfin, au niveau juridique, la forme juridique, je pense que le point commun, en fait, de tous ces cas de figure, c'est effectivement le fait que le cadre est plus flou, en fait, que dans une entreprise traditionnelle. C'est peut-être ce qu'il y a à retenir, finalement. Ouais. Alors, donc, enfin, je vais donc débriefer sur la vidéo et m'intéresser donc aux différents personnages. Hop, voilà. Donc, on a trois personnages et ce qui est intéressant en fait quand on débriefe comme ça, donc sur une scénette, c'est que en fait on va regarder ce qui se passe pour chacun finalement. On aurait pu se dire tiens, bah, on va surtout regarder ce qui se passe pour la salariée et puis être plutôt critique vis-à-vis des autres. Mais en fait, bah, enfin, pour chacun, il y a à chaque fois, on va voir de bonnes intentions qui sont là. Et ce qu'on dit parfois, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est que les intentions des uns des autres ont des répercussions en fait sur l'environnement, sur les autres personnes. Et c'est ce qu'on va voir ici. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que on n'est pas dans un cas de figure où en fait l'idée c'est de dénoncer qu'il y a par exemple quelqu'un qui fait du harcèlement et qui est la personne, on va dire, la bête noire à mettre de côté. C'est bien plus complexe que ça. Alors, donc la situation de Paul, c'est que lui, bah, il arrive hein, dans l'association en tant que en tant que président. Donc voilà, son intention, son souhait, c'est plutôt, bah, on l'a vu, de dynamiser l'association, d'avoir plus d'adhérents. Et c'est quelqu'un voilà, qu'on sent plutôt en effervescence. Et puis qui a peut-être aussi un besoin, on peut imaginer, en fait, de réalisation, d'entreprendre, de faire les choses. Voilà. Ensuite, il y a Charlotte, donc l'autre bénévole. Donc elle, on voit qu'elle est plutôt active hein, pour participer aux événements. Elle met de la bonne volonté, elle semble plutôt enthousiaste. Mais on voit à un moment donné aussi qu'elle a peut-être un besoin de reconnaissance à nourrir. Voilà, quand elle montre son souhait de participer en faisant les flyers, par exemple. Et puis, donc, on a Blandine qui, elle, bon, bah, est la salariée en place, hein, qui gère les affaires courantes. Et son souhait, c'est aussi de faire avancer les sujets en cours, hein. Et puis aussi d'avoir plus d'adhérents, hein. Elle est dans, on va dire, dans la même lignée aussi que Paul. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a en fait en présence des personnes qui
ont plutôt des objectifs communs avec des valeurs communes qui sont réunies autour d'une même mission, le bien-être animal. Voilà. Et pour autant, il y a quand même des moments où effectivement, ça peut être compliqué pour la salariée. Et donc, Blandine aussi, voilà, on voit qu'elle est attentive, impliquée et qu'elle a aussi en fait ce besoin de réalisation commune. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est de revoir, en fait, de redécouper la vidéo et de s'arrêter à chaque scénette. Il y en a 4 pour voir dans chaque scène, en fait, plus précisément ce qui se passe et à chaque fois de pouvoir illustrer ce qui se passe avec un peu de théorie sur les risques psychosociaux. Donc, on va revoir voilà, la première scène et on va s'arrêter juste après pour analyser la scène en Mon question. objectif cette année, c'est de mieux faire connaître l'assaut pour faire progresser la cause du bien-être animal. Ainsi, nous trouverons davantage d'adhérents pour créer une dynamique. Justement, j'ai préparé la campagne de réadhésion de cette année et j'aimerais que vous puissiez signer le courrier d'accompagnement. Oui, enfin ça c'est rien. Moi, j'ai une superbe idée qui va changer du train-train habituel. Nous allons organiser un barbecue géant. Un barbecue? Un barbecue végétarien bien sûr. Servi par des cracheurs de feu sur des monocycles. Des monocycles? Oui, des monocycles. Vous allez bien nous trouver ça. Oui, et moi je veux bien m'occuper des flyers. Ouais, super Charlotte. Bon, moi faut que j'y aille car mon vrai travail m'attend. Et mon courrier? Voilà. Alors, première scène, bah, on voit que Paul voilà, lance son projet. Et dans le fait de lancer son projet, en fait, on voit que c'est surtout son idée à lui, en fait, qu'il n'a pas forcément consulté l'équipe. Hein, il dit bien, moi, j'ai une superbe idée. Et ça, en fait, comme effet pour Blandine, ce que ça peut faire, en fait, c'est que ça peut, en fait, apparaître comme un manque de considération. Voilà. Et un manque de considération peut faire qu'elle peut se sentir, peut avoir un sentiment plutôt désagréable et se sentir blessée, par exemple, de ne pas avoir été prise en compte par rapport aux connaissances qu'elle a du quotidien. Et puis aussi, ce projet, il est lancé sans prendre en compte non plus la charge en fait liée au sujet en cours. Quand il parle des monocycles, les monocycles en trouver, c'est quand même une idée un peu peut-être saugrenue. Il dit, bah, vous allez bien nous trouver ça. Voilà. Il est plutôt en fait dans l'affirmation sans trop se poser de questions, sans vérifier. Voilà. Donc, ça peut poser un problème en termes de préservation de son temps à Blandine et elle peut se sentir dépassée. Voilà. Et puis, on voit qu'il part après, enfin, ce qu'il dit aussi, oui, à un moment donné, il dit ça, ce n'est rien, ça, c'est le train-train habituel, juste la réadhésion. Et donc, en fait, il dévalorise, en fait, en quelque sorte, le travail de Blandine en faisant ça, en mettant, en fait, en avant les nouveaux projets. Donc, pour Blandine, ça peut faire que bah, le travail qu'elle fournit en temps habituel et qui l'occupe certainement la majorité du temps, eh bien, il n'est pas reconnu et elle peut avoir un manque de considération qui se produit à ce moment-là, ce qui peut la faire se sentir peut-être déconcertée par rapport à l'attitude de Paul. Alors, je vais avancer un tout petit peu. Voilà. Alors, ce que l'on voit en fait à chaque fois, c'est que pour chacun des personnages, enfin surtout pour Blandine sur laquelle on met le projecteur, eh ben, il y a des besoins en fait qui ne sont pas satisfaits, des besoins qu'on a tous en commun, des besoins par exemple de considération. Et quand on a un besoin qui est non satisfait, ça produit une émotion négative, désagréable, qui conduit à de la démotivation du conflit. Si en fait au fil du temps, plusieurs fois, en fait, le manque de considération n'est pas nourri, que la personne, en fait, peut se sentir énervée à cause de ça ou triste, etc. À la longue, en fait,
ça va faire que les rapports entre les personnes, les relations, vont être de plus en plus compliqués. À l'inverse, quand les besoins sont satisfaits, ça provoque le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des émotions agréables, c'est qu'on se sent, quand on sait qu'on est reconnu, eh ben, on se sent à sa place, on se sent bien, et c'est ça plutôt là qui va conduire au contraire à de la motivation. Donc, hop, pardon, ça enchaîne tout de suite. Alors, simplement, je reviens sur voilà, la slide précédente. C'est une équation, à mon sens, qui est vraiment à retenir. C'est que pour qu'une personne se sente bien, en fait, ce qui est à regarder, c'est dans quelle mesure, en fait, les besoins légitimes que cette personne a sont nourris ou pas. Et quand on parle de besoins, c'est pas des caprices, c'est pas des désirs, c'est simplement des besoins légitimes. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de respect, de considération, d'écoute, etc. Alors là, je vous renvoie à la liste, en fait, des besoins de la communication non violente. Voilà. Alors, j'enchaîne sur la deuxième scène pour l'analyser elle aussi. En fait, Blandine, pour les flyers, je suis pas très douée en informatique, tu pourrais t'en occuper. J'ai beaucoup de boulot là. Allez, Blandine, pour le bien-être animal. Je peux bien te montrer comment le logiciel marche si tu veux. Enfin, j'aurais bien aimé, mais... Enfin, tu sais, moi je suis bénévole, avec toutes les heures que je fais gratuitement, je vais pas me rajouter ça. Voilà, donc là, cette fois, c'est Charlotte qui vient voir Blandine. Charlotte, elle s'était engagée à s'occuper des flyers, et puis finalement, une fois que Paul est parti, eh ben, elle ne tient pas son engagement. Voilà. Donc du coup, ça, c'est un besoin qu'on a tous, en fait, en commun, c'est que les gens respectent leurs engagements. Donc ça produit, comme on a vu tout à l'heure, un sentiment plutôt désagréable, où Blandine peut se sentir navrée. Et puis il y a aussi, en fait, on s'aperçoit en fait que de brandir la cause du bien-être animal, en fait, c'est une façon qui peut être considérée comme de la manipulation finalement, pour en fait engager la personne à quand même aller au-delà de ses limites, même si elle a beaucoup de charges, c'est pas grave en fait. Il faut le faire quand même, c'est pour le bien-être animal. Voilà. Donc là, en fait, ça dénote aussi un manque d'écoute où on peut imaginer que l'effet pour Blandine, c'est peut-être de la déception hein, de ne pas être écoutée. Et aussi, on peut parler ici là d'un manque de soutien de la part de Charlotte par rapport à ce que Blandine vit. Et le soutien, c'est un des éléments aussi importants à prendre en compte dans les risques psychosociaux. On le verra juste après. Et puis aussi, donc on voit que Charlotte met la pression à Blandine en lui disant que elle, en tant que bénévole, elle fait des heures gratuitement, alors que Blandine est payée. Alors ça, c'est un gros travers effectivement, un gros levier de culpabilisation des salariés qui sont payés, que de brandir effectivement cette raison-là pour les faire agir. Voilà. Et même si Blandine est payée, malgré tout, elle a quand même un contrat de travail, elle a un nombre d'heures à effectuer. Et au-delà de ce nombre d'heures à effectuer, il n'y a pas de raison finalement qu'elle en fasse plus que cela. Donc ça, voilà, c'est un travers auquel il faut certainement faire attention quand on est bénévole vis-à-vis des salariés, parce que en fait, les salariés, comme toute personne, ils ont besoin voilà, de préservation de leur temps. Et sinon, ça peut faire que les personnes puissent se sentir coincées finalement par la situation et manque de latitude aussi pour organiser leur travail. Alors la latitude aussi, on a parlé du soutien. Ce sont des éléments que je reprends tout de suite après dans un des modèles qui est présenté pour évaluer les risques psychosociaux. Donc là, on voit que Blandine, elle est en situation de stress. Et on va s'intéresser alors justement au stress, à la définition du stress selon l'INRS, l'Institut national de la recherche sur la santé. Donc pour l'INRS, le stress, c'est en fait simplement un déséquilibre
entre la perception que l'on a des contraintes auxquelles on a à faire face, du travail que l'on a à faire et des ressources dont on dispose pour pouvoir pour pouvoir faire ses tâches, pour pouvoir remplir sa mission. Donc, si on a l'impression qu'on n'a pas suffisamment de ressources, donc par exemple le temps est une ressource, pour pouvoir faire une liste de tâches, eh bien, ça va créer mécaniquement, forcément, un stress. Voilà. Alors, bien sûr, on dit qu'il y a le bon stress, celui qui nous permet de mobiliser nos forces, et le stress qui est le plus gênant, c'est le stress chronique. C'est celui qu'on a à longueur de journée et qui fait qu'on n'a pas la possibilité, en fait, de redescendre à un état de repos qui nous permet de récupérer complètement des stress précédents. Et à cela s'ajoute la notion d'intensité et de complexité du travail. Voilà. Donc, plus le travail est intense et complexe, et plus on va être stressé. Si en plus on a peu d'autonomie, peu de possibilités d'organiser son travail tel qu'on le souhaite, eh bien, ça va en plus générer du stress. Donc, c'est aussi un peu le cas de Blandine, c'est qu'on voit qu'on lui ajoute du travail qu'elle n'a pas forcément choisi et on la force un peu à faire les choses. Voilà. Et ensuite, il y a les rapports sociaux, donc les liens avec les personnes, donc ses collègues, l'équipe, etc., qui vont influer aussi. Donc, plus l'ambiance de travail est soutenante et bonne, et mieux et moins on va être stressé, on va dire. Et puis enfin, il y a un dernier aspect qui concerne les valeurs. Donc là, en fait, on voit qu'on est sur le bien-être animal. Si jamais, en fait, il y a des choses qui se passent en dehors, enfin, qui sont contraires finalement à cette cause, ça peut mettre Bonjour Blandine dans Paul. une situation, pardon, ça s'enchaîne vite, ça peut mettre Blandine dans une situation, en fait, où alors, par exemple, là, on voit qu'on organise un barbecue. Alors, un barbecue, certes végétarien, mais quand on évoque le mot barbecue, on a quand même plutôt tendance à imaginer de la viande qui rôtit sur le grill de prime abord. Donc ça, en fait, par rapport au sens de la mission, ça peut poser un problème en termes de valeur, effectivement, aux membres de l'association et à la salariée. Et donc là, on peut être effectivement dans un conflit de valeurs qui peut aussi, lui, générer du stress. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que le stress, c'est pas seulement et uniquement lié à la charge de travail, c'est aussi un ensemble de facteurs. C'est aussi ce que je fais au regard de ce que je pense, ce qui est important pour moi. Alors, j'enchaîne avec la troisième scénette. Bonjour Paul. Ah, bonjour Blandine. J'ai fait un comparatif des prix de steak de tofu dans 3 magasins et c'est chez Promo Malin qui sont les moins chers. Ah, super Blandine, bravo. Mais il se trouve que je suis allé chez Spock hier et j'ai vu qu'ils en faisaient en forme d'étoile. Ok. Et quel était leur prix? Ah, bah j'ai pas pensé à demander. Bon, je te laisse les appeler. Ok. Alors, dans la... Oui, il y a Non, Non? pardon. Quelqu'un voulait dire quelque chose, non? Non, c'est bon? Ok. Euh, Donc, on voit là dans la troisième scène que bon, bah, Blandine, elle s'est renseignée sur le prix des steaks de tofu. Et parallèlement, donc Paul a fait la même chose. En fait, il a fait aussi le travail demandé à Blandine. Il a été en fait, dans un autre magasin. Alors, ça aussi, en fait, demander à quelqu'un de faire une tâche et en fait que la personne s'aperçoive que la tâche finalement demandée n'est pas utile, ça fait qu'on fait un effort pour rien. Donc, qui génère de la frustration. Et ça, en fait, ça participe grandement aux risques psychosociaux. Parce que, en fait, faire un effort qui est récompensé, c'est une chose, mais faire un effort pour lequel on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas d'utilité derrière, alors ça peut poser problème en termes de stress. Et puis, il rajoute finalement du travail quand même à Blandine, parce qu'en plus, il n'a pas pensé à demander les prix. Voilà. Alors là, on peut imaginer un manque d'empathie qui peut rendre Blandine affligée de la situation.
Je voudrais te demander quelque chose. Oui, Euh, allez-y. En fait, je trouve que c'est largement basé, la scénette, sur la protection, enfin, euh, pour Blandine. Mais on peut envisager, et c'est peut-être ce qui se passe chez nous, qu'à la place de Blandine, on n'est pas la salariée, mais qu'on est la bénévole. Mhm. Oui. Et donc, le problème, je dis qu'il est le même. Est-ce qu'il faut estimer que finalement, il faut que chacun soit à sa place? Alors, oui, enfin, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faites référence, mais je pense qu'en tant que bénévole, on peut très vite se retrouver dans le même type de situation Oui. finalement que la salariée. Tout à fait. Et, Après, c'est vrai que on va dire les devoirs et responsabilités ne sont pas les mêmes en fait vis-à-vis d'un salarié que vis-à-vis d'un bénévole. Et le bénévole aussi, enfin, il y a des risques psychosociaux avérés aussi pour les bénévoles. Voilà. Mais les bénévoles, on va dire, euh, vont avoir davantage de responsabilités pour eux-mêmes que s'il y a un contrat de travail. Voilà. Mais après, le bénévole finalement qui ne s'exprime pas, ne va pas faire respecter ses limites, va plus être engagé, on va dire, dans un travail personnel pour que ça s'améliore. Il va y avoir moins de responsabilités en fait, voilà, vis-à-vis de l'association qui l'emploie, parce qu'en fait, il n'est pas employé, voilà. Mais je suis d'accord que en fait, il y a autant de risques et que d'ailleurs, ce que l'on voit ici là vis-à-vis d'une salariée, ce qu'on va en retenir, ben, on peut le retenir en fait finalement vis-à-vis de toute personne, toute équipe de personnes qui travaillent les unes avec les autres. Donc là, c'est vrai qu'on met le projecteur sur prenons soin des salariés, mais finalement, prenons soin en fait les uns des autres de manière plus générale. Ce qu'on dit là pour une salariée est valable pour tout le monde. Est-ce que ça répond votre question? euh, oui et non. Enfin, moi, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Patrick qui est salarié, qui est bénévole. Oui, alors Patrick, si vous voulez bien. Oui, sur le thème par rapport à la frustration ou par rapport à... En fait, par rapport, enfin, peut-être que moi, j'en fais trop, mais je me sens bien à la place de Blandine alors que je suis entièrement bénévole. Ouais, Mm. de toute façon, enfin, c'est vrai que je suis bénévole dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations depuis très, très longtemps. Et c'est vrai que la charge de travail, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent un peu dans toutes les associations de différentes formes. Mm. Et il y a souvent quelque chose aussi que je ressens par rapport à une structure d'entreprise. C'est bon, c'est pas le sujet du jour, mais ça rejoint directement, c'est la mesure des compétences. Parce qu'en fait, souvent quand on demande une tâche, des fois on découvre une nouvelle activité ou une nouvelle fonction ou quelque chose qu'on n'a peut-être jamais fait. Et ça rajoute aussi de la charge et puis de la charge mentale. Et ces mesures de compétences, ça permet aussi de structurer un peu ce qu'on sait faire, ce qu'on découvre, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut transmettre aussi. Ça peut être intéressant aussi en tant que bénévole, si on arrive à trouver d'autres bénévoles, bien sûr, à transmettre un peu ses connaissances, ses compétences. Ça a une double utilité, c'est déjà un peu de se décharger de ce qu'on sait faire, et puis d'autre côté, peut-être aussi dans le lien intergénérationnel, de transmettre ses compétences qui vont être utiles aussi à d'autres. Et ça, je trouve, à notre époque, même si c'est pas le sujet du jour, mais c'est des choses qui se perdent, ce lien intergénérationnel, ces transmissions de connaissances aussi, de savoir, et ça crée aussi de la charge supplémentaire. Moi, de plus en plus dans les associations, je dis, bah, je suis pas là pour faire. J'ai passé un âge, même si je parais jeune, j'ai passé un âge où je transmets maintenant. Je transmets mes connaissances, faites, et puis revenez me voir quand ça sera fait. On verra ensemble si ça correspond ou pas. Mais on a quand même une sensation que la participation, la communication entre individus, ça libère aussi de la charge mentale. Et puis ça aide aussi à long terme. Ça oxygène un peu une organisation dans le sens où les gens commencent à découvrir, à comprendre ce que chacun fait.
Et ça aide à avancer, quoi, et ça aide à libérer un peu de charge mentale pour tout le monde. Et quand je dis mesure des compétences, c'est aussi mesure dans le cadre de la gestion du temps. Moi, j'arrive maintenant à faire, même pour moi, pour mon travail personnel, j'arrive à, voilà, j'ai pas honte à le dire, je chronomètre souvent maintenant pour avoir conscience, pour prendre conscience, tiens, ce type de compétences ou de tâches, ça paraît tellement habituel, tellement quelque chose de régulier dans l'association, mais en fait, si j'étais en entreprise, bah ça, finalement, c'est une tâche qui est vraiment structurée, qui est vraiment, qui remplit une fonction, qui est même parfois dans certaines structures, qui est chronométrée, qui est calculée, tiens, même en ressources humaines, si les salariés ou les employés ne savent pas, dans l'organisation, souvent on mesure les compétences en temps et en compétences. Et voilà. Et c'est toutes des petites choses qui font que installer au fur et à mesure, petit à petit, dans une organisation, ça permet de prendre, pour tout le monde de prendre conscience de la charge mentale et de la charge que ça prend dans une organisation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu ou pas à la question. Alors, pour moi, si, parce que ça me permet de me positionner finalement d'un autre point de vue que j'ai actuellement. Et bon, c'est vrai que c'était pas le sujet, mais je pense que pour moi, c'était important de l'entendre dire par quelqu'un qui est également bénévole. Voilà, je Bien. laisse la parole Bah, maintenant. merci. Beaucoup. Bah, merci de votre intervention à tous les deux et de ce retour, Patrick, pour Daniel. Alors, donc, si j'en reviens à Paul, il a une façon de demander les choses à Blandine, hein, qui est une façon assez commune, hein, qu'on entend voilà, dans la vie courante. Il lui dit, bah, voilà, je te laisse les appeler, je te laisse faire. Et en fait, dans cette formule qui paraît anodine, bah, on se rend compte qu'en fait, ça, c'est pas une vraie demande et que ça laisse pas tellement le choix à la personne, en fait, de le faire ou pas. On va pas, en fait, on va pas répondre, en fait, voilà, aux besoins de liberté de la personne en faisant ça. Et donc, pour peu que la personne, elle soit pas trop à s'affirmer et voilà, qu'elle ose pas trop dire les choses, bah, c'est une formule qui va plutôt l'engager à, on va dire, se laisser faire, en tout cas, et puis effectivement appeler et sans forcément dire si ça peut coincer en termes de charge ou si elle a quelque chose à dire par rapport à ça. Alors là, tout à l'heure, Patrick en parlait, il y a le sujet en fait de la charge. Et il faut savoir en fait que ce qui amène au burn-out, c'est pas seulement la charge. Alors il y a la charge effectivement, donc c'est ce qu'on appelle le burn-in, la charge, la pression, et également aussi le manque de satisfaction, que ce soit le manque de satisfaction en fait de l'organisation par rapport à son travail ou les clients qui font de mauvais retours. Tout ça, ce sont des choses qui mettent la pression, qui donnent l'impression que ce que l'on fait n'a pas forcément de sens ou n'est pas utile. Donc ça contribue à une des dimensions qui conduit au burn-out, à savoir donc le burn-in. Mais en plus du burn-in, il y a aussi en fait un deuxième volet qui est à ne pas négliger, qui apparaît là. Donc c'est aussi ce qu'on appelle le bore-out. Donc le bore-out, c'est l'ennui, c'est-à-dire que c'est quand on fait un travail finalement qui a peu de valeur ajoutée avec des tâches subalternes. Et là, par exemple, on voit, donc pour Blandine, en fait, on lui donne des petits boulots à faire, aller relever les prix. Voilà, ça, c'est des choses qui peut-être sont en dessous, en tout cas, de ses capacités, de sa formation. Et à chaque fois, en fait, qu'on met les personnes dans ces situations, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les associations, ça arrive assez souvent, en fait, qu'on fasse des tâches comme ça qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Eh bien, en fait, ça contribue à nous mettre dans des situations qui peuvent, en fait, faire que c'est pas très intéressant et ça peut conduire au burn-out. Et enfin, le troisième volet, en fait, qui peut conduire au burn-out, c'est ce qu'on appelle le brown-out. Donc là, en fait, ça reprend, en fait, ce que je disais précédemment, c'est quand on n'est pas en phase dans ce que l'on fait avec nos propres valeurs. Voilà. Et quand ce que l'on fait finalement n'a pas beaucoup de sens, quand on sent que c'est pas forcément utile. Donc ça, je dirais, c'est vraiment quelque chose à retenir, c'est que en fait, ce qui amène au burn-out, c'est pas seulement la charge de travail, c'est aussi en fait quand on fait un travail qui est pas suffisamment qualifié en lien
avec ce que l'on sait faire, notre qualification, qui peut paraître ennuyeux ou qui manque de sens, voilà, qui n'est pas en phase avec nos propres valeurs. Et enfin, Merci pour votre investissement. donc voilà, je passe à la quatrième et dernière scène pour pouvoir aussi l'analyser et parler ensuite d'un modèle qui parle aussi des risques psychosociaux. Merci pour votre investissement. Vous avez été formidable. Le barbecue va être grandiose. Charlotte, je te laisse passer en revue le planning. Oui. Donc rendez-vous pour tout le monde à 15 heures précises samedi pour commencer à tout préparer. Alors il y aura 20 salades de riz à confectionner, le maxi cocktail à mélanger, le feu du barbecue à allumer et 300 steaks de tofu à moutarder. Quand tu dis tout le monde à 15h, c'est moi aussi? Nous sommes un groupe, un collectif. C'est pour le bien-être animal. Bon, bien sûr, si tu as une obligation, on comprendra. Mais ça serait tout de même mieux que tu sois là. Donc 18h, nous dînons tous ensemble. Hot dog pour tout le monde. Hot dog? Ouais, mais t'inquiète, c'était un vieux chien. Bon, 19h, accueil des personnes et 22h, on range tout, les tables, les chaises, tout ça. Ces heures supplémentaires seront-elles récupérables? Enfin, Blandine, ça ne compte pas. Tout le monde va donner un coup de main. À la fin, il a bon dos le bien-être animal. Et le bien-être humain alors? Voilà. Donc, alors, on voit que Paul voilà, montre son contentement hein, au début de la scène. Il félicite les équipes. Donc, ça va permettre de nourrir le besoin de reconnaissance de Blandine. Hein. Elle dit, merci, le barbecue va être grandiose. Donc, ça, en fait, ça alimente hein, au contraire on va dire les sentiments positifs et ça peut donner du baume au cœur aux personnes, d'ailleurs salariées comme bénévoles, de reconnaître le travail accompli, l'atteinte des objectifs. Par contre, dans ce qui est problématique, c'est qu'on voit que Charlotte, là, quand elle dit 15 heures pour tout le monde, elle ne laisse pas du tout le choix. Et en plus, elle utilise l'esprit d'équipe là pour finalement faire que donc Blandine peut se sentir bloquée et une fois de plus, c'est une atteinte, on va dire, à sa liberté là. Avec la pression en fait de dire bah, de toute façon tout le monde va y être, voilà c'est l'équipe. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait des fois avec des valeurs, avec des causes qui sont plutôt positives, bah, c'est là en fait qu'on risque de mettre la pression aux personnes. Et puis bon, il y a un petit manque de cohérence par rapport à la mission, là, hot dog pour tout le monde, qui peut faire qu'on alimente là le manque de sens qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, une fois de plus, donc on utilise la mission, le bien-être animal pour mettre la pression, ce qui fait que voilà, ça peut faire que une fois de plus, Blandine puisse se sentir coincée et pas tellement l'occasion d'organiser son travail tel qu'elle aimerait et tel que ce serait bien pour elle. En fait, elle n'a pas vraiment la main finalement sur son planning dans cette situation. Et c'est ça aussi qui est à voir. Elle se sent obligée en fait de faire les choses. Et puis aussi un aspect important qui peut arriver, c'est qu'il dit, Paul, on comprendra si tu as des contraintes, si tu viens pas, mais ce serait mieux que tu sois là. Et alors ça, en fait, c'est en fait ce qu'on appelle en psychologie un message contradictoire. En fait, ça, c'est très déconcertant pour les personnes quand ça se produit. On dit en fait une chose et son inverse. Donc, en fait, on a l'impression de donner le choix aux personnes, mais finalement, en réalité, elles entendent qu'elles n'ont pas la liberté de faire ce choix. Et elles ne peuvent pas s'en plaindre parce qu'en fait, on leur a dit qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Voilà. Donc là, on est voilà, dans des jeux psychologiques assez fins. Et en fait, quand on parle de jeux psychologiques, bien sûr, c'est inconscient. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté de Paul de manipuler, mais c'est des choses qui se font naturellement dans le quotidien. Voilà. Mais c'est des choses voilà, qui arrivent. Alors, j'aimerais vous parler, donc là, à l'issue de cette quatrième scénette, d'un modèle que j'aime beaucoup parce qu'il est assez simple et il rend assez compte, il prend en compte en fait pas mal de facteurs qui peuvent conduire en fait soit
à une situation de travail plutôt active, qui est plutôt une situation souhaitée, ou une situation de travail tendue, sur laquelle, donc là, il y a des risques, ou une situation de travail passive qui n'est pas non plus ce qu'on souhaite, parce que là, on risque d'être dans l'ennui, ou une situation de travail éventuellement détendue, à laquelle d'ailleurs on peut aspirer quand on travaille dans une association, pourquoi pas. Et ce qui détermine en fait ces différentes situations, détendues, actives, passives ou tendues, c'est en fait trois éléments. Le premier élément, c'est la demande psychologique. C'est-à-dire que plus la demande psychologique est importante, donc plus il y aura de stress. Et sachant que cette demande psychologique, elle est appréciée, en fait, selon la quantité et la rapidité, en fait, de travail demandé, c'est une chose, mais aussi en fonction de la complexité et l'intensité du travail, mais aussi en fonction du morcellement du travail et la prévisibilité. Et là, on voit en fait que pour Blandine, ce qui va manquer, ce qui pêche beaucoup, c'est la prévisibilité. C'est-à-dire qu'on lui ajoute des choses au dernier moment. Et donc, c'est ça qui fait que, en fait, sa demande va être un petit peu plus élevée, on va dire, que s'il n'y avait pas d'interruption de morcellement. Voilà. Et puis, il y a aussi l'intensité parce qu'on lui on demande beaucoup. Et puis, un deuxième aspect, donc, c'est la latitude décisionnelle. Donc, on en a un peu parlé précédemment. Donc, la latitude décisionnelle, donc plus on a de latitude, finalement, plus on est en mesure de pouvoir supporter, finalement, une demande psychologique élevée. Voilà. Et la latitude, en fait, c'est quand on a la capacité à décider, on a de l'autonomie pour s'organiser, on peut utiliser ses compétences, sa formation, et on a la possibilité de faire évoluer ses compétences et de faire preuve de créativité. Alors, faire évoluer ses compétences, par exemple, c'est savoir se dire, tiens, bah oui, c'est vrai que peut-être que dans ma gestion du temps, il faut que j'avance. Tiens, bah, j'ai la possibilité, par exemple, de progresser et de faire une formation en gestion du temps. Est-ce que c'est une possibilité ou pas? Alors ça aussi, dans les associations, c'est un contexte, c'est que bien souvent, bah, il n'y a pas forcément les mêmes plans de formation que dans les entreprises. Donc, il y a moins de possibilités finalement de faire face à certaines problématiques. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel, à mon sens, il faut faire attention dans ce contexte. Et puis le dernier élément, en fait, qui fait qu'on va passer d'une situation de travail tendu, en fait, mais gérable, à vraiment un risque psychosocial avéré. Le troisième élément, c'est le soutien social. C'est-à-dire que on va regarder si, en fait, on a dans l'équipe dont on dépend, donc les hiérarchiques, est-ce que en fait le hiérarchique comprend ce que je fais? Est-ce qu'il porte de l'intérêt à ce que je fais? Est-ce qu'il me soutient ou pas? Et aussi la même chose vis-à-vis en fait de ses collègues. Est-ce que l'on a ou non ce soutien? Et donc ce sont ces trois éléments qui permettent de savoir si on se trouve finalement dans une situation plutôt motivante de travail actif ou si on est dans le rouge. Voilà. Donc, manque de soutien social, manque de latitude décisionnelle et forte demande psychologique avec une intensité forte du travail, c'est ça qui conduit en fait au fait que les personnes puissent être dans des situations à risque, donc situations de stress chronique qui peuvent conduire à un burn-out, par exemple. Alors, en résumé, donc les erreurs à éviter, je vous en ai fait une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Première chose, c'est croire que quand c'est trop, les personnes vont le dire. En fait, il faut savoir que quand les personnes sont en état de stress, elles peuvent être en fait dans un phénomène de ce qu'on appelle de sidération. Et si elles sont dans la sidération, elles vont pas pouvoir exprimer les choses. Donc, croire qu'elles vont dire si ça va pas, en fait, c'est souvent illusoire. Voilà. Et puis aussi, en fait, il y a la croyance des personnes que si on leur demande de faire telle et telle chose, c'est que cette charge de travail, en fait, ça veut dire qu'ils sont en mesure de l'assumer puisqu'on leur demande. Voilà. Donc, c'est une raison de plus qui fait que les gens ne vont pas forcément dire si c'est trop. Donc, ça veut dire que ça amène, en termes d'attitude à favoriser, à vraiment demander du feedback à la personne et vraiment être dans l'écoute pour savoir, en fait, ce qu'il en est pour elle. Et donc, du coup, pratiquer ce qu'on appelle une écoute active.
Alors, l'écoute active, donc je vais vous donner un exemple. Là, en fait, on l'a dans la scène 2. Donc, Blandine dit bien, je suis déjà bien occupée. Et là, en fait, on lui répond, on lui fournit pas une vraie écoute. Parce qu'en fait, Charlotte lui dit, allez, Blandine, pour le bien-être animal. Donc ça, c'est pas du tout de l'écoute. C'est-à-dire, j'entends ce que tu as dit, mais c'est pas du tout, je suis à l'écoute de ce qui se passe. Pour être à l'écoute de ce qui se passe, en fait, on va reformuler ce que la personne dit et puis on va lui poser davantage de questions pour recueillir des éléments pour vraiment mieux comprendre ce qui se passe pour elle. Et donc, ça pourrait donner, bah voilà, quand tu dis que tu es bien occupé, est-ce que ça signifie que ton planning est déjà bien plein? Voilà, je vais demander des précisions, je vais vouloir en savoir un peu plus, je vais vraiment m'arrêter, me montrer intéressée, avoir envie de comprendre. Voilà. Et donc, pour recueillir des éléments, ça veut dire que je vais poser des questions, si possible, plutôt des questions ouvertes. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes? Voilà, ça, c'est une question ouverte. Ou alors des questions pour en savoir plus, à savoir, bah, est-ce que tu aurais besoin qu'on revoie les priorités, par exemple? Voilà, mais je vais surtout être dans le questionnement et dans une attention importante. Ensuite, il y a la supposition que l'on peut faire que si la personne est débordée, c'est qu'elle gère mal son temps de travail. Et du coup, avec le risque d'ajouter de la charge pour que la personne, en plus, justifie du temps pris par ses tâches. Là, la personne dit, bah, j'ai pas le temps de faire, et on va lui demander, bah bon, et qu'est-ce que tu fais? Donc, ça veut dire qu'on va, en fait, plutôt lui montrer une certaine méfiance. Alors qu'en fait, la première chose à faire quand une personne fait état et ose dire qu'elle a trop de travail, c'est au contraire lui montrer de la confiance et être à l'écoute. Hein. Donc, première chose, accorder sa confiance, ce qui n'empêche pas après, par la suite, éventuellement, une fois qu'on a pris en compte ce qu'elle disait, euh, de voir s'il y a une possibilité de prioriser et de l'aider à prioriser, à l'aider à clarifier, de pouvoir lui dire quel sujet est plus important, quel sujet est à faire passer avant l'autre, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, la première attitude, c'est déjà de prendre pour argent comptant ce qui est dit dans cette situation. Et puis, ensuite, bah, des fois, on le voit, en fait, il y a en fait une envie des gens d'emmener les autres. Et des fois, on croit que bah, en étant plutôt très positif, en félicitant, en encourageant, bah, ça va suffire à ce que ça passe et que finalement, la charge de travail s'efface. Et finalement, on est un peu dans le déni de la charge de travail et de ce que ça peut provoquer en termes de souffrance. Donc en fait, bah voilà, même si la cause est bonne, malgré tout, ça peut quand même créer des situations de souffrance. Et même si les personnes sont dynamiques, enthousiastes et positives. Donc là, en fait, une fois de plus, bah, il y a besoin en fait d'être dans la communication, hein, je dirais de manière générale, et de pouvoir, alors, et certes, en fait, donner du feedback positif, savoir dire quand les choses sont bien faites, donc il ne faut pas se priver de le faire, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas non plus se soucier de bien voir si la charge de travail passe ou non. Voilà. Et puis aussi, bah, éviter de considérer comme normal le fait que les personnes fassent des heures supplémentaires bénévolement parce que la cause est juste, donc ça, on l'a vu. Mais plutôt mettre en fait ce sujet à plat et être transparent en fait sur le cadre. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des heures supplémentaires? Est-ce qu'elles sont payées ou non? Est-ce qu'elles sont récupérables ou non? Voilà, il faut être clair en fait sur les choses et pas mettre les choses sous le tapis sous prétexte qu'il y a des gens qui effectivement travaillent gratuitement. Mais après, je rejoins aussi à un moment ce que disait Daniel, c'est que même si on est bénévole, des fois on se sent obligé de faire les choses pour ne pas pénaliser le groupe, l'association, l'équipe. Et on peut aussi se retrouver dans ce cas de figure. Et là aussi, je pense que c'est important finalement de savoir dire bah, combien d'heures a fait chacun, peut-être de tenir une comptabilité, même si les heures ne sont pas payées, finalement, de l'investissement, de se rendre compte de ce que ça fait à certains moments. Je pense que ça peut être
Ça peut faire du bien aussi. Voilà. Ne pas consulter les permanents, oui, sur la faisabilité, ça c'est une erreur, et de mener les projets sans trop regarder la question des ressources. Ça, évidemment, c'est une erreur à ne pas commettre. Je vois qu'il est déjà 10 heures. Euh, alors, il me restait juste une slide. Est-ce que je vous la présente ou est-ce que c'est important pour vous de terminer à l'heure ou de prendre des questions? Non, finis ta Dites-moi. présentation, Sophie. Ouais, ok, Oui. d'accord. Alors aussi, ouais, ce que je voulais vous présenter, c'est euh, en fait un récapitulatif des effets du stress pour pouvoir être en mesure de reconnaître ces effets quand des personnes y sont confrontées, pour que vous soyez un peu armés euh, vis-à-vis de personnes que vous pensez qui peuvent être dans une situation un peu critique. Donc, on classe les effets du stress en trois catégories. Donc, la première catégorie, ce sont les effets psychologiques. Donc, une personne qui va être avec un stress trop important risque d'être plus négative qu'à l'accoutumée. Et quand je dis qu'à l'accoutumée, c'est un élément important parce qu'effectivement, si une personne est tout le temps pessimiste et qu'il n'y a pas de changement, bon, bah voilà, on va dire que c'est plutôt son caractère et c'est pas très grave. Mais si une personne est plutôt enjouée en temps habituel et que tout à coup, elle voit les choses de manière négative, bah là, il y a des questions à se poser. Voilà. Sachant que donc le stress va faire qu'on va avoir tendance à beaucoup activer le cerveau parce qu'on se sent en danger et donc ruminer les soucis, donc être anxieux, agité, avoir plus d'hyper-émotivité. Donc on va avoir des personnes qui vont avoir du mal en fait à gérer leurs émotions, qui peuvent être débordées par les émotions, qui peuvent se mettre à pleurer, avoir la voix qui tremble. Donc ça, ce sont des signes en fait qui montrent que on est dans une situation où c'est un peu trop, où on est fatigué en fait. Voilà. Et puis aussi, au contraire, on voit qu'il y a des personnes qui sont plutôt dans la sidération, donc du coup, qui vont plutôt, elles, être dans l'inhibition plutôt que l'hyper-émotivité. Donc ça veut dire que les personnes, en fait, vont au contraire ne plus trop montrer de sentiments. Elles vont être plutôt, on va dire, blasées de l'extérieur, et donc elles vont plus ni dire si ça va, si ça va pas, un peu comme des robots. Voilà. Et donc, dernier effet aussi, d'un point de vue psychologique, c'est le blocage pardon, des initiatives, voilà, la difficulté à rentrer dans l'action. Ensuite, autre effet du stress, ce sont les effets sur le plan cognitif, donc le cerveau, hein, la capacité à réfléchir. Donc, on peut enregistrer des troubles du langage. Donc, si la personne, voilà, habituellement a une élocution tout à fait fluide, et puis on s'aperçoit qu'elle a du mal à trouver ses mots, qu'elle bégaye, bah, ça, c'est des choses qui peuvent alerter. Ensuite, voilà, tout ce qui est problème de mémoire, d'attention, de perception, c'est-à-dire on voit quelque chose alors qu'il n'y a pas. Ça, c'est aussi un élément qui peut faire dire qu'il y a trop de stress. Les troubles de la réflexion, la difficulté à réfléchir. Alors, c'est malheureux, hein, mais quand on est stressé, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour faire les choses, c'est là qu'on aurait besoin de toutes les facultés de son cerveau. Et malheureusement, c'est là qu'on a plus de mal à faire appel à ses capacités. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Voilà, et difficulté aussi à prendre des décisions, même sur des choix des fois très simples. On voit la personne qui a du mal à choisir entre une solution et une autre, qui est dans l'incapacité de prendre une décision, de choisir. Alors ça peut être un signe aussi qui alerte sur son état de stress. Et enfin aussi au niveau physiologique, donc ça crée des inconforts, le stress. Ça crée ce qu'on appelle des décharges végétatives. Alors, les décharges végétatives, en fait, c'est par exemple la sudation, c'est le fait d'aller aux toilettes, donc trop souvent. Bah, ça peut être un signe. Si vous voyez quelqu'un qui, hormis un virus, qui va très souvent aux toilettes, voilà, bah, ça peut être le signe, en fait, qu'elle est sous l'effet d'un stress trop important. Après, tout ce qui est raidissement des muscles, alors les personnes, elles peuvent se plaindre hein, de mal au niveau des épaules, des trapèzes, mal de dos. Le mal de dos, c'est vraiment la somatisation par excellence quand on a trop de travail, quand on a plein de dos. Euh, voilà, donc ça peut être un signe. Après, donc ça, vous ne pourrez pas le noter de l'extérieur, mais l'accélération du rythme cardiaque est aussi un signe lié au stress, l'essoufflement et puis enfin la fatigue. Voilà.
bien, donc j'ai terminé voilà, la présentation. Alors, c'était assez succinct sur les différents sujets. On a survolé, on va dire, les différentes théories sur les risques psychosociaux. Je peux prendre quelques questions, peut-être, si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions pour Sophie? Tout était clair, des prises de conscience peut-être sur des choses à faire, des messages à passer. Parce que je pense on est tous concernés, parce que autour de la table, j'ai l'impression qu'on est tous des bénévoles aussi. Donc, il y a aussi des choses à faire évoluer. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais remercier Sophie vraiment pour tout ce travail de préparation et le tournage avec les étudiants. Et puis, je vous dis au 2 juillet, donc pour le prochain petit déjeuner AFQP Aura, où théoriquement, ça devrait être sur les soft skills et comment mettre en avant les soft skills chez nos collaborateurs. Voilà, ben, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Même Bonne journée. en vous remerciant, Merci Sophie pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci.